Bonjour. Donc vous avez peut-être entendu la petite musique là qui passait quand j'étais en train d'arriver. Donc en fait c'est une musique qui n'a pas été composée par un être humain. C'est en fait un algorithme qui s'appelle JukeDeck. C'est un petit outil sur internet qui permet de composer son morceau de manière automatique. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné un certain nombre de critères et puis 30 secondes plus tard j'avais mon morceau qui était composé. Donc c'est quelque chose qui est assez confortable finalement, assez rassurant même, de ne pas avoir à passer par une personne pour avoir une création. Ça évite d'avoir à expliquer ce dont on a besoin, ça évite peut-être aussi de dire à cette personne que ce qu'il a fait ne nous plaît pas. Et c'est pas toujours, c'est vrai, très rassurant de se retrouver comme ça face à quelqu'un qui doit créer quelque chose pour nous. On retrouve un petit peu ça en design. S'il y a des designers dans la salle, ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir un client qui vous demandait plusieurs propositions. Alors souvent 3 propositions, hein, c'est un peu le chiffre acceptable. Et en fait, derrière le fait cette demande, qui peut être considérée un peu comme une ingérence sur la méthodologie du designer, il y a aussi une forme d'inquiétude face au design et à la création, particulièrement dans le design. Pourquoi? Parce que finalement, les idées, c'est assez difficile d'expliquer comment elles peuvent venir. C'est très difficile aussi de pouvoir les anticiper. Et pour un client, ça le rassure de vous demander plusieurs propositions. Alors bien sûr, le design, c'est pas uniquement de la création, c'est pas uniquement quelque chose, c'est même pas forcément subjectif, c'est pas une histoire de goût. Alors qu'est-ce que c'est en fait si c'est pas uniquement de la création? En fin de compte, on pourrait considérer que le design est à la frontière entre l'art et la science. L'art, pourquoi? Parce qu'un designer se doit de maîtriser des compétences artistiques pour mettre en forme ses idées, et la science pour rationaliser le processus de création. La science nous aide en fait à pas partir forcément dans tous les sens et à produire quelque chose qui ait du sens pour votre client. Alors, cette notion, il faut que je prenne le micro ou... Ouais, d'accord. Vous m'entendez peut-être mieux là? Ah, ça va mieux. Alors, la science nous aide en fait à rationaliser la création en design. Il y a plusieurs techniques et méthodes qui se sont développées ces dernières années pour nous aider à ça. Une des premières, c'est l'UX. Depuis les années 2010 à peu près, l'UX s'est énormément popularisé dans le processus design. Il y a même des spécialistes donc de design d'expérience utilisateur. En fait, qu'est-ce que c'est que l'UX? C'est toute une somme, on va dire, et une série de techniques et de méthodologies qui aident à faire un produit qui soit le plus agréable à utiliser. Et c'est surtout des techniques qui nous aident à mieux connaître notre cible, nos utilisateurs, et de travailler de manière itérative pour s'approcher du produit le plus parfait possible. Donc en fin de compte, quand on travaille sous ces méthodes-là, les propositions créatives qu'on peut avoir nous aident, en tout cas l'UX nous aide à faire les bons choix. Donc ça c'est un des aspects scientifiques qui peuvent être associés au design et nous aider à mieux guider la création et argumenter aussi aux clients sur les choix et les pistes qu'on peut développer. L'UX donc est un aspect qui peut être associé à la création en design. Un autre élément aussi dont on parle, qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, c'est le neuromarketing. Le neuromarketing va encore plus loin puisqu'il utilise des procédés d'imagerie médicale qu'on utilise en neurosciences notamment pour arriver à comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Notamment quand ils sont dans le cadre d'une action d'achat, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer pour notre utilisateur devant un site internet ou devant une publicité? Quelle est l'émotion qui va être suscitée chez lui? Et donc ça, on peut le voir
en regardant à l'intérieur de son cerveau. Il y a des points en gros qui s'allument et on peut savoir s'il est plus dans la colère, la frustration, le plaisir. Voilà, donc ça, c'est des techniques qui sont interdites en France parce que ça pose aussi des problèmes éthiques. Mais on voit là encore que le neuromarketing comme l'UX permettent de rationaliser la création et d'être un petit peu plus précis dans les choix qu'on va faire et d'anticiper aussi les résultats de ce travail créatif. Alors, ces deux techniques, en fait, sont intéressantes, mais posent aussi une limite, c'est que vis-à-vis du client, on peut avoir l'impression que ça va permettre de créer un produit parfait. C'est-à-dire que derrière, il y a un peu ce fantasme du produit idéal qu'on va pouvoir créer pour son projet. Et en fait, comme dit Karine Lallemand, qui est chercheuse UX, c'est qu'en fin de compte, si on parle de l'UX, ça va nous aider à avoir une image d'un instant T du monde qui est énormément en mouvement par rapport notamment à l'échantillon qu'on va pouvoir analyser par rapport aux fluctuations sociales. Et ce qui va être vrai un jour ne va pas forcément durer et être vrai le jour d'après, la semaine d'après ou les mois qui suivent. Donc en fin de compte, ça va nous aider à nous approcher le plus d'un produit idéal, mais qui au fond n'existe pas vraiment. Donc en design, qui est un domaine de création, il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de produit parfait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important. Et toutes les techniques scientifiques ne doivent pas nous faire oublier que finalement, le produit parfait n'existe pas. Donc là, on était sur des techniques scientifiques qui, au final, sont dans les mains d'êtres humains, qui sont dans les mains, on va dire, de personnes qui peuvent ensuite interpréter ces données, ces analyses de données, et ne sont pas non plus obligés de les suivre de manière catégorique. On a toujours le choix d'interpréter ces données pour les exprimer d'une façon personnelle. Mais finalement, on voit qu'il y a aussi des projets qui visent à totalement enlever la sensibilité humaine d'un travail créatif et de design, avec notamment un certain nombre d'algorithmes qui sont créés et d'intelligence artificielle qui vont naturellement créer ce dont on a besoin, donc un petit peu comme le morceau que vous avez entendu au début de la conférence. Donc un exemple avec The Grid. Donc The Grid qui est un projet d'une société américaine qui promet en fait de créer votre site internet de manière quasiment automatique. Donc là, on n'est même pas sur du template accompagné et personnalisé. On est vraiment sur une intelligence artificielle qui, à partir d'un certain nombre d'éléments que vous allez lui donner, va générer votre site automatiquement. Donc c'est quelque chose qui les vidéos donnent assez envie. Et moi j'ai cherché les sites qui étaient produits avec cet outil-là. En fait, il y a quelque chose qui m'a quand même assez marqué. C'est cette aire de famille qu'il peut y avoir entre tous les sites qui sont produits. En plus du fait que, en termes justement d'expérience utilisateur et de navigation, j'avais toujours un petit peu de mal à comprendre ce qu'on me racontait sur ces sites-là. Et puis, ce que moi, ça m'a fait dire aussi derrière, c'est que ces sites, en fin de compte, sont très représentatifs d'une norme esthétique qui existe sur Internet. C'est très flat design. Et ces algorithmes qui nous promettent de créer sont plutôt dans une logique de copier des designs déjà existants qui ont été faits par une sensibilité humaine. Donc, autre exemple avec une application qui s'appelle Prisma, que vous connaissez peut-être. Prisma, c'est un outil qui permet d'appliquer des filtres à une photo. Donc là, un exemple avec une photo lambda que j'ai prise. Et ça va même plus loin, puisqu'on peut appliquer ces filtres aussi à des vidéos. Donc là, ce que vous voyez, c'est un exemple de clip. Donc un vrai clip qui a appliqué un filtre qui reprend un peu des codes artistiques entre guillemets. Ils vous disent que voilà, avec Prisma, on peut transformer une photo en œuvre d'art.
hein, c'est les termes qu'ils appliquent. Donc j'aimerais revenir 2 secondes aux images. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des filtres de Prisma utilisent et s'inspirent de toiles de maîtres assez connus, donc que ce soit Mondrian, Munch ou Degas. Donc derrière, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire que ces algorithmes et ces intelligences artificielles ne sont pas dans la création, mais plutôt dans la copie d'une création déjà existante. Donc le risque de faire penser qu'on est dans la création, c'est de substituer totalement les robots et les machines à la création humaine, parce que qu'est-ce qui se passerait au fond si on n'a plus les sources d'inspiration dans lesquelles vont puiser ces machines? En fait, il n'y aurait qu'une reproduction systématique de choses qui ne sont pas totalement neuves. Donc derrière tout ça, il y a cette logique de limiter les imprévus, d'anticiper. Il me reste 4 minutes. D'accord, donc 3 minutes maintenant. Voilà. Donc de limiter les imprévus. Mais ce qui me semble important, c'est de toujours garder une notion d'accident, d'imprévu qui nourrit en fait la sensibilité. Donc accepter l'inattendu. Comme j'ai que 3 minutes, je vais avancer un petit peu. Et je vais vous parler de cette personne, Frank Stephenson, qui est le directeur de la création de chez McLaren. C'est une personne qui utilise le biomimétisme dans son travail, c'est-à-dire qui s'inspire des organismes vivants pour ses créations. Alors qu'il était en vacances aux Caraïbes, il a remarqué sur un mur de son hôtel ce poisson, donc, qui est un espadon voilier empaillé. Et donc un des employés lui a dit qu'il était très fier d'avoir pêché ce poisson parce que c'est le plus rapide en fait des mers. Et il était alors assez intrigué par cette révélation. Il a fait des recherches et il s'est rendu compte qu'il y avait des propriétés spécifiques aux écailles de ce poisson qui lui permettaient de nager dans une espèce de bulle d'air et qui évitaient en fait le frottement. Et en fait, suite à ça, il a développé une technologie spécifique pour cette voiture qui est donc la McLaren P1. Qui coûte 1 million d'euros si vous avez des sous à dépenser au passage, et qui lui a permis vraiment d'inventer quelque chose d'assez novateur et d'améliorer l'aérodynamisme aussi de cette voiture. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les bonnes idées naissent pas forcément d'un processus scientifique rigoureux. Chaque designer apporte aussi son histoire sur chaque projet. Il va apporter son expérience, sa vision du monde. Et parfois, la vision qu'il peut avoir, et la compréhension et la sensibilité qu'il peut avoir d'un projet va lui aider à trouver quelque chose de juste. Et derrière, il n'y aura pas toujours tout un tas de statistiques et de données qui vont aider à prouver au client que ce qu'il a fait est bon. Mais ce n'est pas pour ça non plus que c'est lié au hasard. Par exemple, vous voyez qu'aujourd'hui, les sites rentrent dans une espèce de norme esthétique qui est donc le flat design. Mais ce n'est pas pour ça que systématiquement les sites que vous allez créer doivent se ressembler les uns les autres et se dupliquer. On voit notamment dans la dernière version d'Apple qui sont revenus un petit peu en arrière en remettant des effets de dégradé et de volume, notamment sur cette application, enfin, ou plutôt ce petit outil qui permet de choisir ses couleurs. Et à d'autres endroits aussi, on peut remarquer ces petits éléments qui reviennent à des styles qui sont considérés comme aujourd'hui dépassés. Donc est-ce que c'est le signe aussi qu'on va revenir à une autre forme d'esthétique ? Il faut savoir que les tendances sont éphémères et que voilà, du coup, forcément, les choses vont changer à un moment donné et on a beau expliquer derrière que c'est lié aussi à des contraintes spécifiques et techniques, les choses, un jour ou l'autre, voilà, changeront. Donc, je vais conclure avec cette question. Donc, est-ce que le design est mort ? Donc, non, pas forcément. Quand on investit de l'argent, quand on est un client et qu'on investit de l'argent dans le design, c'est normal de vouloir s'assurer qu'il atteigne son objectif. La science, en fait, nous aide énormément à rationaliser la création. Le design n'est pas que création, mais il ne faudrait pas non plus qu'il devienne uniquement science. Si nous substituons totalement notre intuition aux statistiques, nos expériences aux données, on risque en fait de ne plus produire d'idées nouvelles. Et c'est important de garder toujours une petite part d'incertitude, de faire confiance aussi à la sensibilité créative, aux intuitions,
Le design, ça se nourrit aussi de convictions personnelles. Il y a un autre exemple que j'aurais pu vous montrer par rapport à ça. Donc préservons toujours cette part de sensibilité dans le processus de création, car c'est aussi ça qui aide à créer des idées nouvelles.